Vous pourriez nous lire, s'il vous plaît, un petit extrait, page 95. Au-delà de l'aspect purement politique, il faut se rappeler l'atmosphère intellectuelle et culturelle qui régnait pendant une bonne partie du XXe siècle et que j'ai moi-même connu à Beyrouth. Je songe, par exemple, au débat que pouvaient avoir les étudiants et les étudiantes à l'université de Khartoum, dans les jardins de Mossoul ou dans les cafés d'Alep, aux livres de Gramsci que ces jeunes avaient l'habitude de lire, aux pièces de Bertolt Brecht qu'ils jouaient ou applaudissaient, aux poèmes de Nazim Hikmet ou de Paul Éluard, aux chants révolutionnaires pour lesquels leur cœur battait, aux événements qui les faisaient réagir, la guerre du Vietnam, le meurtre de Lumumba, l'emprisonnement de Mandela, le vol spatial de Gagarine ou la mort du Tché. Et plus que tout cela, je songe, avec une profonde nostalgie, au sourire des étudiantes afghanes ou yéménites qui irradient encore sur les photos des années 60. Puis, je compare avec l'univers exigu, sombre, chagrin et rabougri, où se trouvent enfermés ceux et celles qui fréquentent aujourd'hui les mêmes lieux, les mêmes rues, les mêmes amphithéâtres. À la lecture de cet extrait, Amin Maalouf, qu'est-ce qui explique alors que les peuples étaient en perdition et le sont encore aujourd'hui? Comment est-ce qu'on est passé, comme vous le dites dans votre livre, du Dr Jekyll au Mr Hyde? Comment est-ce que des peuples qui ont rêvé et partagé les mêmes mythes, les mêmes ambitions communes, sont devenus des foules arrogantes, violentes et désespérées? C'est évidemment un long processus. Moi, j'insiste beaucoup sur les changements qu'il y a eu dans cette partie du monde, parce que l'idée qui prévaut aujourd'hui, un peu partout, et je le découvre souvent avec surprise, c'est que cette région ne bougera jamais, que les sociétés sont immuables, que c'est sans espoir. Et ma vision des choses, c'est de me dire, si les choses ont bougé dans les dernières décennies, même si elles ont bougé dans un sens qui n'est pas celui que je souhaitais, donc vers plus d'intolérance, vers plus de radicalisation, le fait qu'elles aient bougé veut dire qu'elles ne sont pas totalement immuables et que rien n'interdit qu'elles puissent bouger dans une autre direction. Et dans le mythe du Dr Jekyll et Mr Hyde, un personnage prend le dessus, puis l'autre revient pour prendre le dessus. Et il ne faut pas s'imaginer que cette région, qui a connu une dérive assez monstrueuse dans les dernières décennies, va continuer dans cette voie. Je continue à penser que l'aspiration profonde des populations n'est pas vers plus d'intolérance, vers plus de violence, mais au contraire, c'est une aspiration qui rejoint l'aspiration de tous les peuples de la Terre, vivre mieux dans la dignité, dans des sociétés libres. On ne parvient pas toujours à l'obtenir, on ne parvient pas toujours à l'exprimer, mais les aspirations profondes sont celles-là. Vous parlez d'ailleurs, donc, second grand événement, une dizaine d'années plus tard, vous l'appelez l'année du grand retournement. Expliquez-nous, c'était quelle année et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en 79, en février, Khomeini est arrivé au pouvoir et c'était le commencement d'un mouvement qui allait s'étendre dans beaucoup d'autres pays, qui allait avoir des répercussions dans la planète entière. Et 3 mois après, mai 79, c'est l'arrivée au pouvoir de Madame Thatcher en Angleterre, avec une nouvelle manière de gouverner. En fait, on a rompu avec le capitalisme social qui voulait concurrencer le communisme en disant nous aussi, nous allons faire du social, nous allons avancer sur les droits des travailleurs, etc. Madame Thatcher a rompu avec cela. Elle a dit non, nous allons faire une politique de capitalisme cohérent, sans complexe. Et assez vite après, l'année suivante, Reagan gagne aux États-Unis. Et en quelques années, la manière de gouverner de Madame Thatcher, dont elle disait qu'il n'y avait pas d'alternative, que c'était la seule manière, a réussi à devenir la norme dans le monde entier. Et donc,
cette année-là, en 79, on a la montée des affirmations identitaires qui culminent avec la révolution iranienne et qui vont s'étendre partout dans le monde. Et on a la montée d'une autre manière de gouverner. Et ce sont les deux événements majeurs qui conditionnent le monde où nous sommes, c'est-à-dire un monde marqué à la fois par des tensions identitaires et par des tensions sociales, où beaucoup de gens, beaucoup de couches sociales ont le sentiment d'être soit persécutés, soit laissés de côté. Il faudrait retrouver la même chose sans les dégâts des guerres, évidemment. Je crois que l'intérêt de ce que dit William James, qui est le frère du romancier Henry James, c'est que parfois nous avons une aspiration, mais cette aspiration a été détournée pendant très longtemps vers quelque chose de monstrueux. Et si elle a des aspects positifs, on n'a pas besoin de passer par l'aspect monstrueux pour l'atteindre. La guerre, peut-être qu'elle mobilise des énergies, mais en même temps, ce sont des massacres, et on n'a pas besoin, comme on dit un peu légèrement, il faut une bonne guerre. Non, il faut certainement pas une bonne guerre, mais il faut un équivalent moral de la guerre qui permette de mobiliser les forces sans passer justement par la guerre. Et on a eu des expériences durant le dernier siècle de doctrines qui prônaient l'universalité, et ces doctrines ont eu elles aussi des dérives monstrueuses, et il faudrait pouvoir bâtir des doctrines universalistes, des doctrines humanistes, qui ne passent pas par ces monstruosités. Vous parlez du marxisme, par exemple, ou du communisme? Principalement, parce que c'est la doctrine qui a connu le plus de succès, qui a mobilisé des énergies extraordinaires dans toutes les sociétés, et qui a abouti quand même à Staline, à Mao, à Pol Pot, etc. Donc on devrait pouvoir inventer un nouvel internationalisme, un nouvel humanisme, qui ne passe pas par ces dictatures et ces monstruosités. Vous ne pensez pas que les mouvements citoyens pour le climat en ce moment, comme on les voit en Europe un peu partout, ces jeunes-là pourraient peut-être éventuellement, en les aidant, en les poussant un petit peu, donner ce nouveau souffle autour du climat? Ça ne suffira pas, mais c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'on est à une période où on est en train de tâtonner pour inventer une nouvelle manière de faire de la politique. Il y aura encore beaucoup de tâtonnements, mais on a besoin de réinventer la démocratie. On a besoin de réinventer la relation entre le citoyen et les pouvoirs. On a besoin de réinventer l'identité, parce que les notions d'identité telles qu'elles sont aujourd'hui conduisent à des désastres. Il y a beaucoup de choses à réinventer. C'est un peu ce que dans mon livre j'essaie de dire. Le monde passe par une période extrêmement inquiétante. On a besoin de le repenser, de le réimaginer, de le réinventer. Et chacun a besoin de contribuer à cette réflexion. Je pense que l'Europe doit jouer un rôle plus important. Je pense qu'elle a eu tort de ne pas aller assez loin dans la construction de véritables États-Unis d'Europe. On a été assez timorés. On a gardé une solution bâtarde qui n'est ni une véritable fédération, ni simplement une zone de libre-échange. Je pense que l'Europe offre au monde le meilleur modèle possible, l'exemple le plus prometteur. Simplement, nous n'avons pas tenu cette promesse jusqu'à présent, et l'évolution des dernières années m'inquiète beaucoup, avec ce qui arrive en Angleterre, avec la montée des forces eurosceptiques, même dans des sociétés qui traditionnellement étaient totalement acquises à l'idée européenne. Donc, je suis inquiet de l'évolution, mais c'est parce que je crois probablement plus que la moyenne des gens à l'exemplarité du modèle européen. Vous citez également dans votre livre Rivarol,
Je cite, « Les empires les plus civilisés seront toujours aussi près de la barbarie que le fer le plus poli l'est de la rouille. Les nations, comme les métaux, n'ont de brillant que les surfaces. » Antoine de Rivarol, c'est évidemment une belle leçon pour l'avenir. Et c'est pour ça que vous avez écrit aussi ce livre. Vous dites, je ne voulais pas vous faire peur, mais il faut tout de même informer, il ne faut pas vivre avec des œillères. C'est en prenant son destin en main qu'on va changer les choses. Il faut rien prendre pour acquis. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a évolué dans une direction, ça va aller tout seul et qu'on n'a pas besoin de résoudre les problèmes, ils vont se résoudre tout seuls. Non. Parfois, l'humanité passe par des périodes délicates, difficiles, et il n'est pas certain qu'il y aura une intervention providentielle pour résoudre les problèmes. Il faut avancer les yeux ouverts, la lucidité et, je pense, la qualité la plus nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons voir le monde tel qu'il est et réfléchir à des solutions. Le pire n'est pas toujours certain. Absolument, j'en suis persuadé. Vous avez un petit Bristol avec une petite phrase que vous gardez sur vous depuis toujours, pour vous porter quoi, chance, pour garder une ligne de conduite en quelque sorte? C'est un vers d'un poète arabe d'Espagne qui a vécu au XIIe siècle, qui permet de garder à l'esprit que dans cette civilisation, il y a une aspiration humaniste profonde et probablement qu'un jour, on reviendra vers cette aspiration. Je vais d'abord la dire en arabe, puis je la traduirai en français. En arabe, إذا كنت من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي. Traduction. Si je suis fait d'argile, le monde entier est mon pays et toutes les créatures sont mes proches. Merci beaucoup, Amin Maalouf, pour cette belle leçon d'humanisme.